Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette édition à la une de l'actualité. 145e appel de Seydina Limamoulaye. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce jeudi à Cambérène. Plusieurs personnalités religieuses et politiques ont marqué leur présence à cet événement placé sous le thème « Les valeurs islamiques et le développement durable à la lumière des enseignants de Seydina Limamoulaye ». C'était un moment crucial pour la famille de Mardi de formuler quelques recommandations à l'endroit de l'État. C'est officiel, l'exécution du budget au titre de l'année 2025, chiffré à 6 614,8 milliards de francs CFA, a été lancé par la Direction générale du budget de ce jeudi avec les acteurs clés. Cet atelier a servi également de faire le bilan de l'exécution du budget de l'année précédente. Entre autres points, c'est un compte rendu à suivre dans cette édition. Santé publique dans ce journal, 82 700 000 francs CFA, c'est le montant attribué à l'hôpital militaire de Ouakam par la fondation Mohamedou Rassoul Djan pour la prise en charge des femmes atteintes du cancer du sein. Un appui important qui redonne espoir aux patientes qui souffrent de cette maladie dangereuse. La cérémonie officielle de remise de chèques s'est tenue au niveau de l'unité de scénologie de l'hôpital militaire de Ouakam. Et enfin, nous parlerons aussi éducation dans cette édition avec le 40e anniversaire du syndicat autonome de l'enseignement supérieur ce 30 janvier. Le SAES, à travers un atelier de mise à niveau sur la situation des universités publiques sénégalaises, a listé les difficultés auxquelles l'enseignement supérieur fait face. Il menace d'aller en grève le 13 février prochain. Mesdames et messieurs, voilà, c'était tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette édition. Comme je vous l'annonçais dans les titres, la 145e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye a pour thème cette année valeurs islamiques et développement durable à la lumière des enseignants de Seydina Limamoulaye a démarré ce jeudi à Cambérène. Une occasion solennelle pour la famille du Mardi de lancer un message à l'endroit du nouveau régime, à la population, mais aussi aux familles religieuses. C'est sous un ciel clément et devant un parterre de fidèles venus de partout que le 145e appel de Seydina Limamoulaye s'est déroulé. Un moment de recueil spirituel, de dévotion et d'adoration pour remercier le Seigneur de leur avoir donné un guide digne de ce nom. Un moment propice pour traiter des sujets d'actualité, notamment celui de la bonne gouvernance. Le Sénégal a toujours eu un succès sur le plan diplomatique avant la découverte des gisements de pétrole. Avoir ce genre de ressources naturelles peut constituer un gros problème si l'État n'est pas assez fort. Dans cet esprit, la jeunesse doit être au cœur des préoccupations. Espoir, participation et ambition doivent régir la vie de ces jeunes gens. Au contraire, bonjour les dégâts. Autre thématique à l'aune de cette journée, placée sous le thème de valeurs islamiques et développement durable à la lumière des enseignements de Seydina Limamoulaye, le rôle des familles religieuses demeure indéniable. Elles ont une grande part de responsabilité dans la cohésion sociale. C'est pourquoi ces familles religieuses doivent continuer à sacrifier à cette tradition. Vêtus de blanc, symbole de paix et de piété, après la cérémonie d'ouverture à Cambérène, Ngor et Yoff vont prendre le relais pour perpétuer le legs du Mardi. Un cas
Un accident de la route a eu lieu à la commune de Keur Madiambal dans la région de Kaolack. Une collision entre un véhicule de type 7 places et un pick-up a causé la mort de 6 personnes. Selon un bilan provisoire, le drame s'est produit sur la route de Keur Abdou Djafé, laissant sous le choc les habitants de la localité. Les circonstances de cet accident mortel n'ont pas encore été éclaircies. Cependant, une enquête a été ouverte. Le ministre des Finances et du Budget, à travers la Direction générale du budget, a lancé officiellement lors d'un atelier avec les acteurs clés l'exécution du budget du titre de l'année 2025, chiffré à 6 614,8 milliards de francs CFA. Cette rencontre a été une occasion de tirer les enseignants de l'exécution du budget de l'année 2024 et de partager avec les acteurs les nouvelles orientations et réfléchir sur les réformes pour la gestion de 2025. Comme à l'accoutumée, les acteurs clés de l'exécution des dépenses se sont rencontrés pour échanger sur les difficultés rencontrées lors de l'exécution du budget de l'année écoulée et présenter par cette même occasion les grandes orientations pour la mobilisation des crédits nécessaires à la gestion de 2025. Il est important en de pareilles circonstances de rappeler les éléments de contexte qui sont relativement difficiles et qui impactent fortement les finances publiques. Pour cette année, ce lancement de l'exécution budgétaire s'effectue dans un contexte particulier. Le Sénégal a connu une alternance et de nouvelles autorités qui ont mis en place une nouvelle stratégie nationale de développement déclinée à travers l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Une vision tournée vers des changements de fond. Il va falloir qu'on rende la dépense publique beaucoup plus flexible dans son exécution, beaucoup plus transparente, pour que ce qu'on fait en termes d'exécution puisse être compris par les citoyens. Dans leur vision d'un Sénégal plus souverain, plus juste et plus prospère, les nouvelles autorités misent sur une économie participative pour multiplier le rythme de mobilisation des fonds à travers notamment les impôts. Une ambition que compte porter la Direction générale du budget. Je pense que c'est un axe fondamental de la réforme. La présentation peut-être de la DGD reviendra un peu sur ces aspects. Mais l'objectif en tout cas des nouvelles autorités, c'est de faire en tout cas comprendre cette nouvelle perception de l'impôt à travers un bon usage par la dépense publique, en tout cas du produit de cet impôt-là. Selon le directeur général du budget, plusieurs défis interpellent les acteurs au vu du contexte actuel. Des défis qui exigent un changement de paradigme en matière de recettes, mais aussi de dépenses. L'Union des prestataires industriels et commerçants souhaite la levée des barrières tarifaires entre le Sénégal et la Gambie à cause des obstacles. Les échanges commerciaux entre les deux voisins sont peu dynamiques. Ils génèrent un peu plus de 100 milliards de francs CFA par an. Des échanges sur le mécanisme des opérations dynamiques économiques ont réuni ce jeudi et les industriels et les commerçants sénégalais et gambiens. Malgré la proximité géographique et culturelle entre le Sénégal et la Gambie, les deux pays voisins ont échangé moins de 5% de leur commerce global, estimé à moins de 120 milliards de francs CFA en 2023. Une situation qui s'explique par de nombreux obstacles, tels que des barrières tarifaires et non tarifaires. Les obstacles sont multiples. On a des barrières tarifaires entre les deux pays, des produits qui sont protégés comme le ciment, des produits de Coca-Cola, on a parlé de l'anacarde, on a parlé de l'eau, etc. Donc il y a des obstacles au niveau des frontières, beaucoup de goulots d'étranglement, les camions n'arrivent pas à traverser facilement. Pour rendre plus dynamique le potentiel commercial entre Dakar et Banjul largement sous-exploité, l'Union de prestataires des industriels et des commerçants du Sénégal s'est réunie pour réfléchir sur des mécanismes de coopération économique entre les deux voisins. Donc, nous allons ensemble réfléchir entre les deux secteurs privés pour fluidifier les échanges commerciaux et apporter plus de dynamisme afin d'arriver à multiplier par 5, comme a dit le Premier ministre en Gambie, les échanges commerciaux entre les deux pays. En plus de la suppression de ces obstacles aux échanges fluides, s'y ajoutent d'autres défis
un marché commun compétitif. Le secteur privé, en tout cas, doivent travailler à mettre en place non pas un marché gambien et un marché sénégalais, mais de travailler à avoir un seul marché, un marché commun. Et nous n'avons guère le choix parce que dans les années à venir, nous aurons, en tout cas, on va rentrer dans l'opérationnalisation de la ZLECAf. Et justement, la ZLECAf ne connaîtra pas d'entreprise gambienne ou d'entreprise sénégalaise. Banjul et Dakar envisagent de tout mettre en œuvre pour relever conséquemment le niveau de leurs échanges lors de la deuxième session économique sénégalo-gambienne tenue en décembre dernier en Gambie. Ousmane Sonko avait souligné la nécessité pour les deux pays de travailler à un accroissement massif du volume de leurs échanges. Parlons à présent santé. La prise en charge du cancer du sein à l'hôpital militaire de Ouakam va bientôt prendre un nouvel élan. L'unité de sénologie de cet établissement de santé dédié à la prise en charge des malades du sein vient de bénéficier d'un don de 82 700 000 francs CFA, un geste de la fondation de Mohamedou Rassoul Djan. La cérémonie officielle de remise du chèque s'est déroulé ce mercredi. Dans ce service se trouve l'unité de sénologie de l'hôpital militaire de Ouakam. Ici, toutes les pathologies du sein sont prises en charge, principalement le cancer, des tumeurs cancéreuses les plus bénignes aux formes graves de cancer du sein. En un an, l'unité de sénologie de l'hôpital militaire de Ouakam, qui a une capacité de 20 lits, a reçu 2397 patients en 2024. L'offre de soins de l'unité de sénologie de l'hôpital militaire de Ouakam se projette dans une vision futuriste. Objectif, raccourcir le parcours thérapeutique trop long, onéreux et parfois mutilant du cancer du sein. Ce que nous voulons, en termes simples, c'est de renforcer les ressources qui permettront de diagnostiquer de façon plus précoce et de façon plus précise les cancers du sein, de mieux les localiser quand on a l'opportunité de les diagnostiquer à la taille de grains de sable, de mieux les localiser, de les opérer de manière optimale, cela veut dire enlever tout ce qu'il faut enlever et s'arrêter à enlever que ce qu'il faut enlever. Dans ce cas-là, nous limitons les pertes de chances de survie, mais également nous pourrons les traiter et les guérir tout en préservant l'esthétique et l'image de soi de la femme. Mais pour atteindre ces objectifs, l'unité de sénologie de l'hôpital militaire de Ouakam a besoin d'équipements adaptés, plus de ressources humaines qualifiées et de renforcer la prise en charge oncologique des cancers mammaires. Un projet évalué à 82 700 000 francs CFA. Le premier objectif s'adresse aux ressources humaines qu'il faudra former, qu'il faudra renforcer. Le deuxième objectif s'adresse aux patients, aux bénéficiaires. On s'est rendu compte que la prise en charge elle est coûteuse. On veut également que le projet puisse s'occuper de ces femmes pour réduire les coûts de la prise en charge, notamment les coûts de la chimiothérapie. Et enfin, pour faire cette chirurgie complexe qui permet de préserver la vie et la féminité de la femme, il faut des équipements. Pour faire les choses de façon précise et entière, il faut des équipements. Un appel au financement qui est tombé dans l'oreille d'un bienfaiteur humaniste. Sensible au désastre du cancer du sein, la fondation Mohamedou Rassoul Djan a intégralement financé le projet de l'unité de sénologie de l'hôpital militaire de Ouakam. En son nom et au nom de tous les membres de la fondation Mohamedou Rassoul Djan, je vous remercie de nous avoir donné l'opportunité de nous joindre à votre noble combat. En apportant notre contribution à travers ce don, devant permettre d'équiper l'unité de sénologie de l'hôpital militaire de Ouakam, nous nourrissons l'espoir de voir le corps médical prendre le dessus sur ces maladies handicapantes pour la femme. Nous serons à vos côtés, professeur Babacar Diaw, pour combattre et gagner ce combat. Un geste de haute portée humanitaire apprécié à sa juste valeur par le directeur de l'hôpital. Ce don permettra non seulement de sauver des vies, mais dans les cas où ce ne sera pas possible de sauver ces femmes, je pense que nous pourrons les accompagner pour améliorer leur survie, c'est-à-dire leur permettre de vivre encore quelques années de plus, quelques mois de plus, mais surtout d'améliorer leur qualité de vie, et ça c'est très important.
En tout cas, Madame la coordonnatrice de la Fondation Mohamed Rassoul-Dien, vous avez choisi d'œuvrer dans la discrétion. Et pour cela, nous ne pouvons que prier pour vous. Nous n'avons pas assez de mots pour vous remercier. Je signale qu'aucun franc n'a manqué dans ce qui a été estimé. Merci. Parlons à présent éducation. Dans cette édition, le CAS a organisé ce jeudi un atelier de mise à niveau sur la situation des universités publiques sénégalaises, état des lieux, défis et perspectives. Cette activité marque le début de la célébration des 40 ans d'existence du syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Compte tenu des difficultés auxquelles ils font face, ils menacent d'aller en grève le 13 février prochain. Diagnostic des maux de l'enseignement supérieur, le SAES passe au peigne fin la situation des universités publiques sénégalaises. Nous avons fait une revue de la situation des universités qui est catastrophique au vu des différentes présentations des coordonnateurs de tous les campus du Sénégal qui sont présents aujourd'hui. Nous avons fait aussi le tour du protocole d'accord signé avec le gouvernement le 6 janvier 2023 qui malheureusement n'est pas respecté. 40 ans d'existence du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, état des lieux, défis et perspectives au menu des discussions. Des protocoles d'accord non respectés par l'autorité, à savoir le retard dans la livraison des chantiers, le déficit d'enseignement ou encore l'établir l'injustice, selon eux, aux familles des enseignants décédés. Le CES a été obligé de déposer une préavis de grève le 13 janvier 2025 et nous irons en grève à coup sûr parce que nous ne sommes pas reçus de l'attitude du gouvernement qui n'appelle pas la négociation, qui n'appelle pas la concertation, puisque notre ministre est aux abonnés absents. Donc je pense que sur cette question-là, nous avons fait tout ce qu'il y avait à faire. Nous avons alerté, communiqué, dialogué. Et maintenant, c'est une question de droit qui est non négociable pour laquelle le SAES se lèvera en tout cas dès le 13 février pour justement entamer cette lutte-là. Un gouvernement aphone, insensible aux problèmes du SAES selon le secrétaire général. Cependant, il pointe du doigt le ministre sur l'orientation des nouveaux bacheliers. Sur ce point, normalement, les quotas sont définis d'un commun accord entre les universités et le ministère. Mais cela n'a pas été fait. Et dans certaines filières, le ministère a envoyé plus de 400% d'étudiants par rapport au nombre qu'il fallait. Et donc, c'est ce qui ne va faire que retarder les années académiques. Vous ne finissez pas les chantiers, vous ne recrutez pas d'enseignants, vous n'éclairez pas le budget, vous violez la loi pour orienter plus d'étudiants que l'on peut recevoir. Et vous vous attendez à ce que les années soient finies. Elles ne finiront pas tant qu'on va continuer à procéder de la sorte. Le coordonnateur du SAES, Ziguinchor, quant à lui, dénonce l'attitude de la mairie de ladite région. Selon Moussa Diallo, les autorités municipales ont décidé de récupérer le site qui abrite l'UFR Santé de l'université. Une situation qui inquiète ses responsables qui décident de ne pas se laisser faire. La mairie est en train de vouloir mettre basse sur le site qui abrite cette UFR-là. Nous n'aurions pas pu croire à de telles allégations si nous n'avions pas vu par la preuve qu'on est en train de construire un mur au sein même de l'UFR et qui est attribué à la mairie. Donc cette construction-là, on dit que c'est du fait de la mairie de Ziguinchor. Nous sommes en face d'un problème plutôt moral parce que l'UFR Santé quand même, elle abrite des enseignants-chercheurs qui vont faire des prestations au niveau des hôpitaux de Ziguinchor qui soignent des malades. Je ne saurais vous dire à qui il appartient, mais si la mairie veut mettre sa main sur le site, c'est parce qu'elle n'appartient peut-être pas proprement à l'UFR. Mais puisqu'on est en train de faire des universités à tout va, il faut qu'on emprunte des sites. Après leur étape dans l'arrondissement de Méouane, les parlementaires membres de la Commission énergie et ressources minérales ont visé le site des Ramettes Grandes situé au niveau de la mine de Zircon, plus précisément à Djego dans le département de Tivaouane. Les députés, après avoir recueilli l'avis des responsables des entreprises, ont promis de rencontrer les populations dans les prochains jours. Les responsables de l'usine voient une mainmise derrière les accusations portées à leur endroit par une frange de la population. On respecte toutes les procédures. Voilà même une lettre que j'ai reçue du ministère de l'Environnement sur les prescriptions et les choses à améliorer.
toutes ces précautions-là sont à améliorer. C'est pourquoi, au mois de septembre, on avait fait un arrêt. C'était un arrêt temporaire, c'est-à-dire pour faire la maintenance et améliorer les conditions pour respecter les codes de l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a une main invisible derrière eux. C'est nos concurrents, les Asiatiques. Parce que nous faisons la même chose. Eux, on les a délocalisés de Sébikotane, près de l'hôpital. Là, ils disent que nous, comme on les a délocalisés, tout le monde doit être délocalisé. La préférence nationale tant chantée par les nouveaux gouvernants doit être appliquée pour ce cas. Des responsables de l'usine qui demandent aux autorités de mettre sur pied un cadre de concertation qui regroupe les deux camps. On attend le ministre sur ce point. Comme il l'a fait aux ICS, il est parti aux ICS, alors que l'ICS est détenu par des étrangers. Il les a soutenus, il leur a même convoqué, créé un cadre de concertation avec les populations. Pourquoi pas le ministre vient ici nous demander de créer un cadre de concertation avec les populations? Nous, on est prêts. On est prêts à rencontrer les populations. Tout ce qu'on fait, c'est du clair, c'est du limpide. La société ne tourne plus depuis plusieurs semaines, renvoyant du coup des centaines de pères de famille au chômage. Une situation catastrophique pour ces derniers. Apaiser les relations entre journalistes et forces de défense et de sécurité sur le terrain, c'est tout le sens du cadre de réflexion dénommé les mercredis de la police, une deuxième édition sous le thème maintien de l'ordre et droit de l'information a vu la présence du GOTA des deux parties. Ces dernières ont formulé des recommandations pour que chacun puisse exercer sa mission de fonction publique. Quand il était en train de me bastonner, un autre est venu pour dire ma barquelle. Oui, dans ma barquelle. Un récit glaçant du film de son arrestation lors d'une manifestation non autorisée. Et pourtant, Absa Anne n'est pas un cas isolé. Des rapports assez tendus entre hommes des médias et forces de défense et de sécurité. Et à entendre ce commissaire de police, le manque de professionnalisme des forces de l'ordre n'est pas la cause principale. La diffusion d'images ou d'informations. Pour la police, il y a une crainte que les images nuisent à l'enquête ou à l'image de la police. Pour les journalistes, ils affirment le devoir d'informer le public, même si les images peuvent choquer. Ce cadre d'échange a permis d'appréhender davantage l'origine de ce grand malentendu entre deux corporations qui assurent une mission de service public. Ce léger quiproquo est le sujet de 1001 conséquences. Ce qui pose problème, à mon humble avis, c'est le problème de l'effectivité des lois. Nous avons pris notre étant toute humilité, nous allons changer. À travers des échanges fructueux et sans complaisance, une batterie de recommandations a été faite par les différentes parties prenantes. L'élaboration de protocoles consensuels, le mécanisme de résolution des conflits, mais également l'évaluation conjointe des incidents. Mettre en place un mécanisme d'échange et d'alerte entre médias et FDS. Sensibiliser les professionnels des médias sur le mode opératoire. Pour que les policiers aussi soient protégés vis-à-vis des violences verbales. Au terme de cet atelier de réflexion dénommé les mercredis de la police, le deuxième du genre, journalistes et forces de l'ordre actent ainsi le premier passe d'armes pour que le retrouvailles sur le terrain se passe de manière professionnelle et en toute cordialité. Un comité régional de développement s'est tenu au centre de formation de Kédougou. La rencontre a été présidée par le gouverneur de la région, Mariama Traoré, qui exhorte les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour l'intérêt de la nation. Il y a des complaintes qui sont citées, comme les gens ont parlé de la question de l'eau, la question de l'accès à l'eau avec, vous savez que c'est une zone pastorale. Les gens ont parlé de la question. Nous nous excusons de cet élément. Affaire Farbangam. À présent, le député maire est victime d'un règlement de compte politique. C'est ce qu'affirme Moustapha Djahaté, invité de MNF sur la 7 TV. Il s'est également prononcé sur d'autres sujets d'actualité. La polémique autour de la constitution du bureau de l'Assemblée nationale, la reddition des comptes, la radiation de Barthélémy Diaz à l'hémicycle font partie des questions abordées lors de cet entretien.
problème nga fi ne da nga jël baatu wolof traduire français. Les premiers moments de l'entretien ont été très agités. Moustapha Diakhaté a encore tenté d'expliquer le sens des propos qui lui ont valu son incarcération. Des propos qui ont fait l'objet d'une mauvaise interprétation d'après lui. Dire qu'une personne est maudite n'est pas une insulte. Si c'était le cas, Serigne Touba n'aurait pas utilisé ce terme. Ceux qui enseignent le Coran non plus. L'émission a été l'occasion pour l'ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar de donner son avis sur les sujets d'actualité. Sur la polémique autour de la formation du bureau de l'Assemblée nationale, Moustapha Diakhaté estime que le parti PASTEF a commis un vol. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est clair là-dessus. Pour la constitution du bureau, le choix des membres dépend du nombre de suffrages obtenus pour chaque groupe. Vice-président. PASTEF devait avoir 7 vice-présidents. Wallo 1, le parti PASTEF a commis une forfaiture en s'octroyant un 8e vice-président. Pour le cas de Farba Ngom, il est persuadé que le maire de Agnam est victime d'un règlement de compte. Les membres de la commission ad hoc devraient être informés des motifs de la nécessité de lever l'immunité parlementaire de Farba. Personne n'en sait rien, ni eux, ni Farba, encore moins ses avocats. On avait tous entendu Ousmane Sonko dire publiquement que Farba ne participerait plus jamais à une élection. À Dakar, il avait dit qu'en tant que chef du gouvernement, il peut faire emprisonner qui il veut. Après Farba, il a aussi pris la défense de Barthélémy Diaz en fustigeant sa radiation de l'Assemblée nationale. Barthélémy a purgé sa peine avant même la 14e législature. Donc sa radiation de la 15e est inadmissible. C'est du gangstérisme parlementaire. Moustapha Diakhaté est toujours convaincu que le régime actuel est dans l'incapacité de satisfaire les attentes des populations. Ils avaient annoncé un programme ficelé par 4000 experts. Donc on attend leur solution aux problèmes de population. Mais on sait tous que depuis leur arrivée au pouvoir, ils n'ont posé aucune réforme d'envergure. Vous savez pourquoi? C'est parce que ce sont des technocrates. C'est des technocrates. Il est aussi revenu sur les raisons pour lesquelles il envisage de mettre en place l'association Lumière aux détenus. D'après lui, seule la construction d'autres maisons d'arrêt et de correction pourrait mettre un terme à la surpopulation carcérale. Mesdames et messieurs, voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme en compagnie de votre chaîne de télévision 7TV.